Le livre qui accompagne ces épisodes sur l'intelligence artificielle intitulé « Le trou noir philosophique, conséquences de l'usage des IA statistiques sur la connaissance » est disponible sur le site internet du podcast lafourmi.media. Vous y retrouverez tous les livres que je publie sur les différents sujets abordés dans le podcast. Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La Fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie. Malgré les rejets d'une bonne partie de la population envers les IA génératives, bien qu'elles ne soient pas du tout rentables, au-delà des dizaines de millions d'euros dépensés en lobbying en Europe, comment peut-on imposer les IA à tout le monde ? La fourmi dans la coquille, saison 1, le trou noir philosophique, épisode 13, petite leçon de lobbying. Avant de commencer notre petite leçon de lobbying, je vais vous lire une citation de Theo Alves da Costa, ingénieur dans l'intelligence artificielle, qui est aussi le président de l'association Data for Good, qui va nous servir d'excellente introduction à la leçon. Il dit « L'industrie du numérique est devenue la plus riche de l'histoire grâce à une stratégie de captation de l'attention des utilisateurs qui est monétisée. Ces leaders sont aujourd'hui en situation de monopole sur les circuits informationnels. C'est ce qui leur permet d'investir massivement, à perte, dans l'IA générative afin d'en faire un nouveau moyen d'accroître leur emprise. » Il continue. « Cette mainmise sur le circuit informationnel des géants de la tech déborde aujourd'hui largement vers la quête d'une influence politique. » Nous disposons donc d'outils à la puissance formidable pour imposer nos idées, mais voyons ensemble dans le détail comment mettre toutes les chances de notre côté. Afin d'empêcher la compréhension correcte des enjeux, il sera toujours efficace de parler de l'IA au singulier en général. C'est aussi stupide que de parler de la machine en général, et réduire les IA à un seul corps nous permettra d'invisibiliser les coulisses et la diversité de ces machines. On pourra facilement accuser celles et ceux qui voudraient stopper ou ralentir le développement de certaines IA de refuser le progrès médical, de refuser les économies d'énergie, de refuser qu'on automatise des tâches ingrates, etc., etc. Ce sera d'ailleurs aussi un bon moyen d'oublier l'effet rebond, c'est-à-dire l'augmentation générale des consommations suite à l'amélioration des performances, en ne soulignant que les nouveaux usages bénéfices de certaines IA au profit de toute l'IA. On pourra alors facilement mettre en avant quelques usages spécialisés comme la détection des cancers en imagerie médicale, un exemple qu'on n'hésitera pas à user jusqu'à la corde, pour redorer l'image de toute l'IA dans sa globalité. À force de répétition, le public y finira par oublier que les systèmes experts d'intelligence artificielle spécialisés qui servent à des tâches précises n'ont rien à voir avec les IA génératives, les grands modèles de langage ou la génération vidéo. Et ces systèmes spécialisés réellement utiles pourront justifier le développement des plus grandes IA dont on terrain les impacts les plus graves. Prenons exemple un petit peu sur Sam Altman qui confond un centre de données avec le remède contre le cancer. This could very well turn into the site where cancer gets cured. Ça pourrait très bien devenir le site où le cancer sera guéri. Notez d'ailleurs comment il réduit de la même manière tous les cancers dans leur diversité à une seule maladie dont on attend un seul remède de la même manière qu'il mélange toutes les IA. Reprenons un peu notre sérieux. Les intelligences artificielles sont très diverses. Elles vont de l'IA dite symbolique, sans réseau de neurones ni apprentissage démesuré, mais avec des règles préétablies, au simple, entre guillemets, réseau de neurones artificiels, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, qui peut très bien fonctionner sur des ordinateurs personnels, jusqu'aux gigantesques IA génératives qui, elles, nécessitent des centres de données démesurés. S'opposer aux plus problématiques de ces IA ne signifie pas s'opposer à toutes les IA.
Les systèmes spécialisés n'ont pas nécessairement besoin du développement des plus grandes IA pour pouvoir avancer de leur côté. Ces récits sur l'IA au singulier y masquent la diversité des technologies et les possibles alternatives aux pires intelligences artificielles. Au sein même du groupe d'ailleurs des IA dites génératives, c'est important aussi de garder visible une certaine diversité des systèmes pour pouvoir mieux comprendre les enjeux. Il faut comprendre en quoi Grok est différent des autres, par exemple. Pourquoi, quand on pose une question à Grok, le modèle de langage de xAI, l'entreprise de Elon Musk, pourquoi donc quand on lui pose une question, la réponse sera bien différente d'une réponse qui sera apportée par le modèle de Mistral en France, qui sera elle-même différente d'une réponse apportée par ChatGPT de OpenAI. Effacer cette diversité au profit d'une IA unique, de l'IA uniforme, ça masque aussi les enjeux liés aux biais omniprésents et aux procédures d'alignement de ces IA, par exemple. Parler de l'IA au singulier, c'est un très bel exemple de manière directe et efficace de participer à la fabrique de l'ignorance, à la production de non-savoir. Deuxième exercice de lobbying. L'IA n'est pas un choix, c'est l'avenir. On va commencer par écouter notre maître à tous, Eric Schmidt, ancien dirigeant de Google, parler d'intelligence artificielle. La question n'est pas de savoir si l'IA va façonner le monde, elle le fera. La question est de savoir si vous allez contribuer à façonner l'IA. Continuons d'écouter ce génie. Quel que soit le chemin que vous choisissez, l'IA sera partie intégrante de la manière dont le travail est fait. Martelez suffisamment le message et tout le monde finira par le reprendre. La montée de l'intelligence artificielle est la nouvelle révolution industrielle, a dit une cadre de l'immobilier face à l'université de Floride. N'hésitez pas à présenter la future omniprésence des intelligences artificielles comme tout à fait inéluctable, même si c'est sous un aspect négatif, on s'en fout. C'est même une stratégie payante, parce que le public passera plus de temps à débattre des moyens de limiter les impacts que de réfléchir à la réalité même de nos prévisions, ou de l'utilité réelle des différentes intelligences artificielles. Vous le ferez en insistant bien sur le singulier et parlerez de l'IA et jamais des IA, comme nous l'avons vu dans le point précédent. Prenez donc exemple sur Sam Altman, le président d'OpenAI. My job is to help people destroy jobs. Mon job est d'aider les gens à détruire les jobs. Pensez évidemment à bien exagérer. A kid born today will never be smarter than AI. Un gamin né aujourd'hui ne sera jamais plus malin que l'IA. L'IA, toujours au singulier comme une seule entité. Refaisons une parenthèse un peu plus sérieuse. Rien n'impose aujourd'hui que les intelligences artificielles soient partout. Il n'y a aucun besoin ni aucune évolution naturelle ou soi-disant progrès inéluctable. Personne ne peut prévoir d'ailleurs ce que seront les techniques dans les décennies à venir. Les IA existent bien à cause de choix de développement humain et volontaire. Elle s'impose grâce au lobbying et à la fabrique de l'ignorance dont on est en train de parler, en grande partie volontaire, et par le pouvoir démesuré de quelques entreprises et individus impérialistes et technofascistes. Rien n'oblige la société à accepter cet impérialisme et ses IA les plus catastrophiques. Le monde entier, incluant tous les travailleurs et travailleuses, de celles qui perdent leur emploi aux travailleurs du clic et aux familles des mineurs qui se tuent pour le Tantal. Je vous invite à réécouter mon épisode sur l'exploitation liée à l'IA, mais aussi les civils qui meurent sous les bombes dirigées par des IA. Ce monde-là est-il plus heureux qu'il y a 10 ans ? Est-ce que c'est vraiment un progrès qu'on doit accepter les yeux fermés? Est-ce que ce progrès est vraiment inéluctable ou bien imposé par des entreprises et des techniques de lobbying?
Troisième exercice, l'anthropomorphisation. L'IA, toujours au singulier, est vivante. Elle est un être conçu, certes, mais de manière à fonctionner comme un cerveau. Soutenez l'idée qu'une conscience puisse émerger, voire que l'IA, toujours au singulier, puisse ressentir des émotions. Vous commencerez par utiliser un champ sémantique purement biologique ou humain ayant trait en particulier à l'esprit pour décrire les phénomènes que vous observez avec vos modèles de langage, par exemple les mots hallucination, pensée, raisonnement. Peu importe si une partie de ce vocabulaire n'est pas correctement définie en sciences, comme la conscience et l'intelligence que personne ne sait définir, on s'en fiche. Vous parlerez de neurosciences sans rien y connaître et vous entretiendrez le flou entre votre expertise de l'informatique et des mathématiques qui est réelle et l'expertise des neuroscientifiques sur le cerveau et l'esprit humain. Vous pourrez ainsi parler de preuves de sentiments ou de traits humains sans avoir à rougir. Chris Olah, cofondateur de l'entreprise Anthropic, maîtrise à la perfection ce langage. Il dit par exemple « Les IA sont élevées sur une structure globalement modélisée d'après le cerveau. » Et il continue avec brio « Nous trouvons des structures qui reproduisent des résultats des neurosciences. Nous trouvons des preuves d'introspection. Nous trouvons des états internes qui reproduisent fonctionnellement la joie, la satisfaction, la peur, le deuil et le malaise. » N'ayez pas peur de distiller du vocabulaire en rapport avec les sciences, soyez sûrs de vous. Et les exercices de lobbying qu'on va continuer à faire ensemble vont vous aider à ignorer les sceptiques tout en n'ayant aucune preuve à fournir de ce que vous dites. Refaisons une petite parenthèse plus sérieuse. Déjà, sur ce discours de Chris Olah, il parle de preuves d'introspection, il parle d'état interne, ce qui n'a absolument aucun sens, parce que justement, l'introspection, les états internes, c'est bien quelque chose qu'on ne peut pas observer. On n'aura jamais de preuves. On peut ne pas savoir si l'intelligence artificielle a des états internes, si elle a une espèce d'une forme de conscience. Enfin, il faudrait déjà commencer par définir le mot conscience. Le mieux qu'on puisse dire, c'est qu'on ne sait pas. Mais il est hors de question d'utiliser le mot preuve d'introspection. Au-delà de ça, il faut quand même avoir un peu de mesure. Par exemple, les consommations énergétiques des grands modèles de langage, ça se chiffre en gigawatts, autrement dit en réacteurs nucléaires. Alors qu'un cerveau humain, ça consomme 20 watts, comme une grosse ampoule. Les neurones, entre très gros guillemets, des intelligences artificielles sont en fait de simples fonctions mathématiques qui correspondent à ce qu'on pensait être le fonctionnement d'un neurone en 1943. Elles sont bien loin de ce qu'on sait aujourd'hui des neurones, les intelligences artificielles, parce que les neurones ne sont pas réductibles à de simples fonctions numériques. Et on en connaît très mal encore aujourd'hui le fonctionnement interne. De la même manière, les neuroscientifiques commencent à peine à comprendre les fonctionnements des réseaux de neurones dans le cerveau que les intelligences artificielles sont très loin de reproduire. Elles ne reproduisent pas non plus la plupart des innombrables processus cérébraux d'une incroyable complexité, des différents types de mémoire à la reconnaissance des formes, des raisonnements mathématiques à l'envie de chocolat, tous ces processus interdépendants et qui semblent tous participer à la seule intelligence et conscience qu'on connaisse et qu'on ne sait toujours pas définir, l'intelligence humaine. Si on peut constater des similitudes fonctionnelles de surface entre certains raisonnements humains et le résultat de génération par les machines, ces similitudes, elles ne prouvent rien sur le fonctionnement sous-jacent. Elles prouvent encore moins une quelconque conscience ni même des raisonnements logiques. Faut bien garder en tête que les divergences avec le cerveau humain sont bien plus nombreuses que les points communs. On va pas oublier non plus qu'un bébé reconnaît tous les chats à partir d'une poignée d'exemples, là où les IA ont besoin de millions d'exemples préalables. De la même manière, les humains y maîtrisent les langues très rapidement finalement et en très bas âge, et surtout
à partir d'un corpus extrêmement réduit de texte. Ils ont entendu que ce que leur ont dit leurs parents, les bébés, et ils apprennent à parler avec juste ça. Et ils apprennent à lire après, en moins de 12 mois, en moins d'1 an, on apprend à lire. Et on peut relativement rapidement comprendre et reproduire n'importe quel texte, alors que les modèles de langage, ils ont eu besoin d'un apprentissage sur la quasi-intégralité des textes produits par l'humanité. Et ils n'en tirent toujours pas la moindre véritable compréhension. Alors certes, aujourd'hui, l'état de la science, c'est qu'on ne peut pas savoir, on ne sait pas si l'IA, elle peut être consciente, si elle peut avoir une théorie de l'esprit, si elle peut avoir des états internes, on ne sait pas trop. Mais finalement, et c'est un problème philosophique bien connu, moi, humain, je ne sais pas si les autres humains, ils ont une conscience, des états internes, une théorie de l'esprit, je ne le sais pas non plus, peut-être que tout le monde fait semblant, peut-être que je vis dans une simulation et que je suis le seul humain. La seule certitude que j'ai, c'est que moi, je suis humain. Cela étant dit, ce qu'on fait tous, instinctivement finalement, c'est qu'on accepte cette idée que tous les autres humains, au moins les humains, peut-être les animaux, mais au moins les humains ont une conscience, ont des états internes, ont du ressenti. Et pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'on considère qu'il y a suffisamment de similitudes entre les autres humains et nous-mêmes pour croire qu'ils ressentent et fonctionnent de la même manière. On est quand même extrêmement semblables. Pour les animaux, on a longtemps considéré qu'ils étaient trop différents et que donc ils n'ont pas de conscience, ils n'ont rien de tout ça. Il s'avère que c'est plus une échelle de la conscience, qu'on peut aussi parler de sensibilité des animaux et qui peuvent avoir des états internes. Il se trouve effectivement qu'il y a une gradation, et cette gradation, on peut la lier aussi à une similitude entre les systèmes nerveux, les cerveaux et les corps des animaux et des humains. Quoi qu'il en soit, tous les animaux sont quand même relativement semblables dans le fonctionnement. Tous les animaux utilisent des neurones pour tout ça. Des vrais neurones biologiques dans toute leur complexité. Les intelligences artificielles, on ne sait pas non plus, comme on ne sait pas pour tous les animaux, si elles sont sensibles et conscientes. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elles ont rien à voir. Elles ont quand même majoritairement absolument rien à voir avec le fonctionnement des cerveaux vivants et biologiques. Donc certes, on ne sait pas. Par contre, communiquer sur des soi-disant preuves d'état interne, comme le font les entreprises de l'intelligence artificielle, et comme le fait noir sur blanc Chris Olah, le cofondateur de l'entreprise Anthropic, c'est une énorme mystification. Leçon suivante. La magie, c'est vendeur. Entretenez le mystère. Bien que vous soyez des experts dans votre domaine. Et puis, comme on l'a vu précédemment, vous vous donnez aussi même des airs experts en dehors de votre domaine. Vous débordez allègrement sur la biologie, la psychologie, les neurosciences. Et ben malgré tout, malgré cette expertise, vous pouvez aussi entretenir du mystère et pourquoi pas carrément avouer une totale incompréhension de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes expert, mais vous n'y comprenez rien. Vous pouvez même oser, comme notre nouvel ami Chris Olah, notre nouveau modèle, le faire carrément au sein du même discours que celui où vous vous présentez comme expert, et puis sans rougir, vous allez le faire devant le pape. Chris Olah a dit, alors que le pape l'écoutait, « Les IA restent vraiment mystérieuses, même pour ceux d'entre nous qui les entraînent. » Nous entrons à un monde extraordinaire où ces personnages de fiction nous parlent, travaillent, ont des jobs. Nous trouvons encore des choses qui sont mystérieuses et même dérangeantes. Sur ce point-là, je vais pas faire de parenthèse sérieuse, je sais vraiment pas quoi dire. En tout cas, leçon suivante, n'oubliez pas que vous êtes des scientifiques. Alors que votre entreprise tout à fait commerciale ne fait que de l'ingénierie et développe des systèmes informatiques, empile des semi-conducteurs, vous allez vous présenter comme des scientifiques et vous allez même laisser croire que vous faites de la recherche fondamentale et non pas tout au mieux des sciences appliquées. Chris Olah, toujours lui, dit « Je suis un scientifique, je dirige une équipe de recherche. » Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors Chris Olah n'a jamais suivi de cursus universitaire.
faut quand même le dire. Il a quitté l'université à 18 ans sans diplôme. Son domaine de recherche, c'est un domaine qui s'est lui-même taillé sur mesure. Il appelle ça l'interprétabilité mécaniste, et c'est finalement l'étude de la structure des modèles d'intelligence artificielle qui sont conçus par sa propre entreprise. Ok, c'est ça son domaine de recherche en toute indépendance. Je reviens à ma leçon de lobbying. Vous allez donc publier des articles aux apparences scientifiques aussi souvent que possible, plusieurs fois par semaine, et vous les listerez sur un onglet « Recherche » de votre site internet. Prenez exemple sur OpenAI et Anthropic qui font ça très très bien et publient 2, 3, 4 articles par semaine dans cet onglet « Recherche ». Vous gagnerez une image respectable et une crédibilité sans faille dans le débat public, on va vous écouter pour votre expertise, et surtout, mais surtout, en inondant le monde d'études plus ou moins scientifiques. Vous n'hésiterez pas non plus à nouer des partenariats et à financer la recherche. Et donc, sans laisser le temps de relire, mais en communiquant un max sur ces études plus ou moins scientifiques, vous allez noyer le savoir scientifique dans un flot d'articles absolument invérifiables au titre racoleur. Peu importe le résultat de vos recherches, qu'ils soient en faveur ou non des IA que développe votre entreprise, l'important c'est surtout la quantité. Cela étant dit, si les articles peuvent appuyer les points précédents et en particulier l'anthropomorphisation et le mystère, vous aurez fait d'une pierre deux coups. Bon, ça tombe bien parce que ces recherches étant menées en interne, ça va être de toute façon tout à fait naturel que ça aille dans le bon sens. Mais bon, vous pouvez aussi financer la recherche publique. Parce qu'on sait, des études ont montré que quand des études scientifiques sont réalisées sous sponsor, elles ont 4 à 8 fois plus de chances d'être favorables au produit de la personne qui a financé, par rapport aux recherches publiques ou aux financeurs non commerciaux. Ne vous inquiétez pas non plus des relectures par les pairs et des publications ou des retraits qui suivent des études, parce que le temps que votre travail soit relu, publié, éventuellement retiré, il aura été oublié depuis longtemps. Il aura été noyé dans le flot incessant que vous allez entretenir. L'important, c'est de ne pas laisser le temps de la recherche. Vous publiez des articles sur les merveilles de vos derniers modèles quand les véritables scientifiques sont encore à tester ceux qui sont sortis 2 années auparavant. Attention, pour que cette méthode fonctionne le mieux possible, il faudra aussi décupler la taille de vos modèles à un rythme soutenu pour entretenir l'idée de l'obsolescence des outils au bout de quelques mois. De toute façon, on n'aura pas le temps de comparer sérieusement et scientifiquement. Pour asseoir votre pouvoir sur la recherche, vous proposerez aussi des salaires mirobolants aux chercheurs que vous embaucherez directement à la sortie de leur doctorat. Comme ça, même au sein des universités, des laboratoires et de la recherche publique, on n'osera pas être un peu trop critique envers votre entreprise parce qu'on aura peur de compromettre la potentielle carrière des doctorants. On prendra alors quelques pincettes pour vous critiquer et puis on pourra édulcorer les tournures trop directes dans une forme de censure à bas bruit. Petite parenthèse sérieuse, les entreprises de la tech investissent de l'ordre de 2 à 4 milliards de dollars par an dans la recherche publique. Et n'oubliez pas ce que je viens de dire, quand on sponsorise la recherche est favorable à nos produits. C'est tout bénef. En 2022, aux États-Unis, les universités elles ont dépensé 100 milliards de dollars dans la recherche. Alors que les GAFAM, Google, Amazon, Meta, Facebook, Apple et Microsoft, eux, ils ont dépensé 200 milliards, 2 fois plus. 5 entreprises. C'est un très bon moyen d'éclipser la recherche publique et indépendante. En mai 2026, la revue scientifique Nature, plus grande revue scientifique au monde, elle a retiré une étude phare qui concluait les bienfaits de ChatGPT sur l'éducation. C'est une étude qui avait été publiée 1 an plus tôt, en début 2025. Cette étude, elle avait passé la relecture par les pairs de la revue et elle avait fait l'objet de beaucoup de communication. On en avait beaucoup parlé. Et finalement, elle est retirée 1 an plus tard et elle est retirée dans l'indifférence générale. Elle a été retirée en raison des incohérences qu'on a relevées dans les résultats. Cette étude, c'était ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire un article qui tire des conclusions de l'analyse de nombreuses autres études, sans monter vraiment de nouvelles expériences. Dans ce cas, la qualité et la sélection qui doit être cohérente des études qu'on utilise, c'est primordial. Et dans ce cas précis, dans cette méta-étude sur les bienfaits de ChatGPT sur l'éducation, il se trouve que les études qui ont été utilisées
pour la méta-analyse, elles étaient très majoritairement de piètre qualité ou très insuffisantes et incohérentes entre elles. Et il y en a même qui n'avaient jamais été revues par des pairs. Ce qui se passe en fait, et là où c'est symptomatique, c'est que faire une étude de qualité, ça prend du temps à réaliser, à vérifier, à reproduire, avant de pouvoir affirmer des résultats. Or, l'immense majorité des publications des entreprises du secteur de l'IA, elles prennent pas ce temps-là. Les départements de recherche de l'OpenAI et Anthropic, par exemple, ils publient plusieurs articles par semaine, c'est un flot ininterrompu. Ils laissent aucun souffle à l'analyse critique. Et les méta-analyses rapides et solides, c'est pas possible. Elles peuvent pas à la fois être rapides et solides, parce qu'elles doivent reposer sur des études de qualité pour être cohérentes et nécessitent donc un temps long. Leçon suivante. Parlons de vos responsabilités. Vous allez appeler publiquement les politiques, les religions, les philosophes à réguler les IA. Et puis en même temps, vous continuerez le lobbying plus discret auprès de ces mêmes institutions contre les régulations. Il y a le discours public et il y a le discours privé de lobbying. Et donc ce discours appelant à la régulation, ça va s'associer très bien avec le fait que vous allez exagérer d'hypothétiques dangers futurs, jusqu'à parler des dangers existentiels pour l'humanité, en détournant le regard des dangers beaucoup moins hypothétiques et beaucoup plus immédiats. Comme ça, alors que vous êtes les seuls responsables de la course effrénée au gigantisme et à l'entrisme des IA, c'est vous qui les faites, c'est vous les responsables. Eh ben, en appelant la société civile à vous réguler, vous allez reporter cette responsabilité sur le régulateur. Grâce à cette leçon de lobbying que vous êtes en train de suivre à la lettre, vous savez parfaitement, en plus, que le régulateur ne mettra pas en place de règles très contraignantes. Mais vous aurez complètement déchargé vos responsabilités, vous pourrez dire « on vous avait prévenu ». Encore une fois, suivez l'exemple de notre modèle du moment, le cofondateur d'Anthropic, Chris Olah, qui dit « Nous avons besoin de plus de monde ». Des communautés religieuses, de la société civile, des universitaires, des gouvernements, et en fait de toutes les personnes de bonne volonté, pour prendre le sujet sérieusement. Nous avons besoin d'esprits critiques qui nous diront quand nous échouons. Notez en passant qu'il se considère donc pas lui-même comme une personne de bonne volonté ni un esprit critique. La petite parenthèse sérieuse quand même, je vais juste dire qu'il faut pas être dupe. Malgré tous ces beaux discours appelant aux régulations, toutes les entreprises du secteur de l'IA sont engagées dans une course débridée, sans limite, et n'ont aucune intention de ralentir. Elles investissent toutes des sommes démesurées dans les centres de données, de plus en plus grands, et entraînent des IA de plus en plus gargantuesques, et sortent plusieurs nouveaux modèles chaque année. Comme le dit Theo Alves da Costa, le président de Data for Science, nous avons mesuré le mépris des entreprises de la tech envers la société civile. La leçon n'est pas finie. À la suite de ce qu'on vient de dire sur la régulation, on peut aller plus loin. Vous allez pouvoir orienter votre intense production scientifique sur le champ de l'éthique et la morale et des IA, entre énormes guillemets, éthiques, et vous y répondrez en usant d'une sémantique qui procède de l'ajustement technique, par exemple en proposant de meilleurs alignements, des garde-fous. Vous allez annoncer des modèles dangereux tout en faisant part de votre intention de ne pas les sortir, de les garder privés. Ou vous allez les sortir en précisant bien que vous les avez bridés. Vous montrerez comme ça que vous prenez les problèmes au sérieux, que vous êtes responsable, que vous êtes du bon côté de la morale, et surtout vous allez dépolitiser toutes les questions au profit d'une discussion technique, où les solutions sont purement techniques et que vous seul pouvez les mettre en œuvre. Comme ça, il ne sera pas question en réalité de régulation, malgré vos appels du point précédent. Pendant que le pape révèle son encyclique très critique sur l'intelligence artificielle, revenons encore à Chris Olah qui, décidément, nous a pondu un discours vraiment utile. Le cofondateur d'Anthropic est aux côtés du pape et prend la parole sur le sujet.
C'est l'occasion pour lui d'appeler à écouter la voix de l'Église catholique, tout en soignant son image responsable en appuyant les craintes exprimées par le pape. Il fait ça pendant que Claude, le modèle développé par son entreprise, est un des plus utilisés dans le développement informatique et fait des ravages dans le milieu des codeurs. Chris Olah se fait comme ça l'avocat des populations pauvres et dénonce le déplacement du travail pendant ce temps-là, mais il remet jamais en cause aucune politique libérale ou la mondialisation dérégulée qui permet ce déplacement, tout en se passant du côté de la morale catholique. Comme vous l'avez d'ailleurs compris à l'école de marketing, vous allez aussi soigner le nom de votre entreprise, qui va être ouverte comme OpenAI ou centrée sur l'humain comme Anthropic, par exemple. Et vous n'aurez pas peur des contradictions avec le fonctionnement réel de votre entreprise. Vous n'hésiterez pas à détourner des concepts qui ont du sens, comme l'open source, pour les galvauder, mais en prenant soin de ne pas approcher que ceux qui sont trop politiques. Vous ne mentionnerez jamais les licences libres. Open source, d'accord, libre, faut pas déconner, c'est trop éloigné de votre philosophie, il vaut mieux les oublier, ça parle de liberté des utilisateurs. Revenons un petit peu plus sérieusement à ce qu'il y a derrière ça. L'annonce de modèles dangereux qu'on garde en interne, c'est bien ce qu'a fait Anthropic très récemment avec leur modèle Mythos qu'ils refusent de sortir au public et qui vont vendre discrètement à des entreprises ou des agences gouvernementales de leur choix uniquement. Donc ils se gardent un peu de pouvoir. Je suis pas sûr que ça les place du côté de l'éthique et de la morale. Au-delà de ça. D'ailleurs, revenons sur ce Claude, l'intelligence artificielle d'Anthropic. Elle a été utilisée par l'armée américaine pour bombarder l'Iran. Et c'est à peu près sûr qu'elle a tué au passage des dizaines d'enfants en se trompant de cible. Parce que c'est une intelligence artificielle, c'est pas franchement fiable. Pendant ce temps-là, les représentants de l'entreprise vont s'afficher au Vatican et ils saluent l'encyclique du pape contre l'IA générative, celle qui vient de tuer des enfants. Et la même entreprise, elle va pas oublier aussi de profiter du fait que Donald Trump va révoquer son contrat avec l'armée pour mettre en avant des désaccords soi-disant éthiques, alors qu'elle sait très bien qu'à ce moment-là, pendant ce temps-là, son IA, elle sert à tuer des gens. Toutes ces entreprises s'expriment sur l'éthique, mais aucune ne mentionne l'exploitation des travailleurs pauvres pour les annotations des données et l'alignement des IA. Aucune ne s'exprime sur les conditions dans les mines et l'extraction des minéraux de sang en zone de guerre qui sont indispensables aux centres de données qu'ils sont en train de construire. Elles ne parlent pas non plus toutes de leurs contrats avec les armées. Anthropic, OpenAI et Mistral en France ont toutes vendu leurs produits aux armées et noué des partenariats avec elles. Ils parlent d'éthique, mais ils parlent pas de la manière dont leurs modèles sont utilisés pour surveiller les populations et tuer des gens. Puisqu'on vient de parler de tuer des gens, parlons un petit peu de la peur, parce que la peur, c'est vendeur. La peur, ça anesthésie la pensée aussi, ça anesthésie les raisonnements logiques, ça en fait une bonne forge d'ignorance. Inventez donc un concept bien effrayant, mais tant qu'à faire à long terme et invérifiable. Jouez les Nostradamus en vous donnant des airs de Cassandre. Par exemple, l'AGI, l'intelligence artificielle générale, celle qui surpassera l'être humain, celle qui mettra en danger l'humanité entière. On pourra la comparer au réchauffement climatique ou au risque nucléaire, qui sont des risques bien concrets qui donneront du poids à votre fantasme. On pourra alors alerter, signer des tribunes, entretenir la peur en se reposant sur toutes les techniques listées précédemment, toujours en dépolitisant et en occultant les problèmes immédiats et en oubliant de mentionner qu'on est précisément les seuls responsables du danger sur lequel nous sommes en train d'alerter. Parlons-en sérieusement, en juin 2026, Anthropic a proposé un moratoire sur les IA qu'ils appellent de pointe. Alors, ils n'ont pas expliqué ce que c'est une IA de pointe et ce qui les différencie des autres. Donc ils veulent un moratoire sur certaines IA, sans dire lesquelles. Parce qu'ils évoquent une risque de perte de contrôle, comme s'ils n'étaient pas les concepteurs des IA et qu'ils avaient eux-mêmes aucun contrôle dessus. L'IA, tout d'un coup, elle échapperait aux gens qui les fabriquent. Alors, concrètement, comment ça pourrait se passer ? Ça, on ne dit pas. À la mi-2026, les grandes entreprises de l'IA, elles alertent sur la possibilité que les modèles de langage, et de code en particulier, puissent bientôt s'auto-améliorer. Alors on peut imaginer que c'est en éditant leur propre code, peut-être, ou en intervenant sur leur propre entraînement, ou leur propre alignement. On sait pas trop, on peut que spéculer, nous, société civile, parce qu'on n'a aucune explication technique de la part de ces entreprises. Elles alertent, mais elles expliquent pas vraiment contre quoi elles alertent.
Cette alerte-là, plus récente, c'est une espèce de version édulcorée de cette intelligence artificielle générale dont elle parlait il y a 2-3 ans. C'est-à-dire qu'on parle pas d'intelligence générale, mais on parle de quelque chose quand même qui entre dans une espèce de boucle infinie d'expansion de sa propre super-intelligence. Alors, cette possibilité d'IA qui s'auto-améliore, ça peut paraître crédible et rationnel au premier abord, mais est-ce qu'il faut pour autant en avoir peur ? J'ai quand même l'impression que ces entreprises, elles sont en train d'essayer de nous faire croire que leurs propres employés humains seraient pas en mesure d'éteindre l'ordinateur ou de couper le courant. Elles nous disent qu'une IA qui s'auto-améliore, ils seraient pas capables de la stopper ? Ils seraient pas capables de stopper un programme informatique ? Est-ce qu'ils sont en train de nous dire que ils assisteraient les bras ballants à la fin du monde sans appuyer sur le bouton pour stopper le programme ? Alors, c'est peut-être un peu plus complexe que d'appuyer sur un bouton, mais on parle quand même de programmes informatiques qui tournent dans des centres de données qui sont possédés par ces entreprises et financés par ces entreprises et alimentés par ces entreprises. J'ai du mal à comprendre comment elles peuvent nous parler d'un danger et d'une perte de contrôle. D'autant plus qu'elles ne donnent aucun détail sur cette perte de contrôle qui est une espèce d'alerte un peu stupide. On va noter quand même que le moment où elles font ça, ici, mi-2026, c'est aussi pile le moment où elles préparent leur entrée en bourse, plusieurs de ces entreprises. Et que donc c'est le bon moment de faire un peu de marketing pour attirer les investisseurs. Cette petite leçon de marketing touche à sa fin. On va ajouter 2 petites briques pour parfaire votre hégémonie. Vous allez, dans un premier temps, essayer de vous rendre non seulement indispensable, mais aussi addictif. Pour ça, je vous propose d'écouter Tim Kendall, qui est l'ancien directeur de la monétisation de Facebook, et qui expliquait en 2020 le lien entre les stratégies des réseaux sociaux et maintenant des IA et l'industrie du tabac. Nous avons pris une page du manuel de stratégie de l'industrie du tabac et nous avons travaillé à rendre notre offre aussi addictive. Au départ, les fabricants de tabac cherchaient simplement à rendre la nicotine plus puissante. Mais finalement, ce n'était pas suffisant pour faire croître l'entreprise aussi rapidement qu'ils le voulaient. Ils ont donc ajouté du sucre et du menthol aux cigarettes pour que vous puissiez retenir la fumée dans vos poumons plus longtemps. Chez Facebook, nous avons ajouté des mises à jour de statut, l'étiquetage des photos et les mentions « j'aime », ce qui a fait du statut et de la réputation une priorité et ajouter les bases d'une crise de santé mentale chez les adolescents. Vous appliquerez les mêmes méthodes à vos intelligences artificielles que vous intégrerez et imposerez d'ailleurs dans vos réseaux sociaux et vos gadgets connectés. Vous pourrez user aussi des mêmes méthodes en intégrant ces IA dans tous les outils numériques que vous contrôlez. Vous les imposerez dans les logiciels de vidéo, de retouche d'images, d'animation, de développement et d'écriture de code, à la fois via des outils dûment étiquetés comme IA générative, mais aussi dans d'autres outils qui passeront sous silence le type de modèle sous-jacent, entretenant la confusion chez les utilisateurs. Avec le temps, ces utilisateurs finiront par oublier progressivement leur ancien savoir-faire, même s'il était plus efficace que vos IA, et deviendront parfaitement dépendants de vos services. Si votre lobbying porte ses fruits, vos IA devraient facilement s'imposer dans tous les secteurs jusqu'au sein des délibérations politiques. Suivez cette réussite française où l'usage des IA est tout à fait généralisé à l'Assemblée nationale et au Parlement, au cœur même du pouvoir législatif, là où les lobbyistes n'osent pas rêver de se placer. Plus sérieusement, si on considère le danger de l'usage des IA sur la cognition, la fainéantise cognitive qu'elle entretient, les biais qu'elle entretient, ses hallucinations, ses erreurs parfois grossières, est-ce qu'on ne devrait pas s'insurger de l'usage des IA dans le travail parlementaire qui, même réservé à des tâches secondaires, a un pouvoir d'influence démesuré ? Parenthèse sur ce pouvoir d'influence, il y a un article assez récemment qui a quand même montré que l'autocomplétion par les intelligences artificielles, c'est-à-dire le fait qu'une IA puisse compléter du texte que vous avez commencé à taper, un petit peu comme l'autocomplétion des mots sur les téléphones qu'on connaît depuis longtemps, mais là, un peu plus poussé, qui complète des phrases, qui complète des paragraphes. Eh bien, cette autocomplétion, il y a un article qui suggère, qui tend à montrer qu'elle influence l'opinion des gens qui l'utilisent.
Et ça influence leur opinion de manière inconsciente, même quand on leur a expliqué le problème. Même les gens qui ne sont pas naïfs, qui savent que ça peut arriver, leur opinion est quand même influencée par cette autocomplétion. On parle vraiment d'un pouvoir démesuré. Terminons la leçon. Tout ce non-savoir que vous avez produit, toute cette ignorance à laquelle vous avez contribué, vous allez pouvoir l'utiliser pour vendre le mythe. Tout comme vous exagérez les dangers de vos IA à long terme, vous allez surestimer leurs capacités actuelles. Vous pourrez appliquer les techniques de marketing, somme toute tout à fait habituelles, à la frontière de la publicité mensongère. Par exemple, super exemple, à l'université de médecine de Chicago, on a publié des vidéos promotionnelles des IA qui effectuaient des tâches qui n'existent pas encore. Ou par exemple, vous allez pouvoir faire la promotion d'un long métrage entièrement généré par une IA et dire qu'il est projeté en première au Festival de Cannes et en compétition. Cette information complètement fausse fera le tour du monde parce que c'est le Wall Street Journal qui l'aura écrite le 20 mai 2026. C'était une information absolument fausse puisque le film il a été projeté non pas au Festival de Cannes mais à Cannes pendant le Festival de Cannes, en dehors du Festival de Cannes, ce qui est quand même vachement différent. Le Wall Street Journal a corrigé son article le 26 mai, c'est-à-dire 6 jours après l'avoir publié. C'est vachement trop tard. Voilà une opération de com rondement menée. Vous n'aurez aucune limite dans l'exagération et le marketing. Vous appliquerez toutes les ficelles habituelles qui viendront s'ajouter aux techniques spécifiques qu'on vient de voir ici ensemble. Ça va rendre la tâche pour la société toujours plus difficile de démêler le vrai du faux, le crédible de l'exagération, le scientifique de l'opinion, les faits des supputations, et vous fabriquerez comme ça toujours plus d'ignorance sur laquelle vous pourrez vous reposer pour vous enrichir toujours plus, attirer des investisseurs irrationnels et profiter d'un pouvoir toujours plus totalitaire. Que vous fassiez preuve de discours toujours contradictoires ou complètement stupides, que vous exposiez votre incompétence, votre inculture, votre ignorance totale, ne vous inquiétez pas, on vous laissera votre pouvoir. La preuve avec quelques extraits de discours de Sam Altman qui dirige OpenAI. I think AI will probably, most likely sort of lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning. Vous savez, je pense que l'IA va probablement, très certainement, mener à la fin du monde, mais en même temps, il y aura de super entreprises créées avec de l'apprentissage automatique sérieux. Est-ce qu'on croit encore, après tout ça, que l'intelligence artificielle est une force naturelle, un progrès qui s'impose à tous de manière incontrôlable ? Ou bien est-ce que ce serait pas un non-progrès qui est imposé par quelques riches et puissants qui se donnent beaucoup trop de pouvoir sur la population ? Tout ce que je raconte ici est sourcé, vous pouvez accéder aux détails des chiffres et des déclarations des géants de l'intelligence artificielle sur le site internet du podcast lafourmi.media. Vous pouvez aussi accéder gratuitement à tous les épisodes ou commander les livres que je publie pour ceux qui préfèrent prendre le temps de la lecture. La saison 3 est toujours en cours d'écriture, elle parlera du temps, mais je n'ai toujours pas de date à annoncer pour commencer. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter du podcast sur le site internet si vous souhaitez ne rien rater des épisodes futurs. Merci et à très bientôt. C'était La Fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie par Nicolas Dufresne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce podcast et en particulier Anna Halsey. Tout au long de ce podcast, vous avez pu entendre des musiques de Aluminum Forest, Mountain Sounds et Christian Taus sous licence Creative Commons. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre serveur Discord disponible sur lafourmi.media.
Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don ou trouver des options pour un soutien régulier.